Le secrétaire d'État à la transition écologique auprès de Nicolas Hulot est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Sébastien Lecornu. Bonjour. La sortie du glyphosate promise par Emmanuel Macron ne sera donc pas inscrite dans la loi alimentation et agriculture, qui passe d'ailleurs cet après-midi à l'Assemblée nationale. C'est un camouflet ou pas pour Nicolas Hulot et vous-même? Non, je pense qu'il faut qu'on arrête d'envisager cette question sur un angle politicien. Le glyphosate sera interdit dans 3 ans. À l'échelle européenne, il sera interdit dans 5 ans, alors que si justement la France ne s'était pas manifestée avec force, l'Europe l'aurait reconduit pour une durée supérieure à 10 années. Donc l'engagement du président de la République, il est clair, interdiction du glyphosate dans 3 ans. Après, alors pourquoi ne pas l'inscrire dans la loi, Sébastien Lecornu? Ou inversement, pourquoi fallait-il peut-être l'écrire dans la loi? Moi, j'étais défavorable au fait de l'inscrire dans cette loi, puisque nous avons un engagement gouvernemental important qui n'est pas de faire de surtransposition du droit européen. C'est-à-dire, en clair, de faire attention à ne pas déséquilibrer le milieu économique et les producteurs autour d'une surtransposition qui conduirait naturellement à ce que l'on critique encore une fois de plus, notre manière d'aborder le droit européen. Ce qui compte, c'est l'engagement du chef de l'État à interdire le glyphosate dans 3 ans. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Les chercheurs, celles et ceux dont c'est le métier, de la recherche publique comme de la recherche privée, le monde agricole, les chambres consulaires, les grands syndicats agricoles, la FNSEA en tête, doivent désormais se mettre autour de la table et travailler à trouver des solutions de substitution. C'est pas le tout d'interdire le glyphosate. En 3 ans. En 3 ans. C'est arriver à trouver des solutions de substitution davantage respectueuses et de l'environnement et de la santé humaine pour remplacer le glyphosate. Si nous devions voir que ces travaux n'avanceraient pas, par définition, nous prendrions nos responsabilités. C'est-à-dire que vous l'imposeriez quand même s'il n'y a pas de solution de substitution sous 3 ans. Le président de la République nous a dit « je veux l'interdiction du glyphosate dans 3 ans ». Voilà. Donc ce matin, vous pouvez confirmer qu'en 2021, il n'y aura plus de glyphosate en France? Et non seulement cela, mais surtout, j'insiste en plus sur un point important, nous mettrons la pression, au sens positif de ce mot, nécessaire sur l'ensemble des acteurs pour arriver à remplir cet objectif. Il n'y a pas de reculade, il n'y a pas de recul sur cette question du glyphosate. Il y a une montée en béchamel politique autour de ce sujet. Il y a eu un débat à l'Assemblée, il a été tranché. Une fois de plus, ce qui compte, c'est l'objectif à atteindre. Donc l'objectif, justement, plus de glyphosate à partir de 2021, comme promis par Emmanuel Macron. Vous confirmez ce matin ce calendrier. S'il n'y a pas de solution de substitution d'ici 3 ans, que, je ne sais pas, imaginons, on n'y arrive pas, vous dites quoi aux agriculteurs? Je leur dis que l'engagement présidentiel sera tenu. Donc de toute façon, autant se mettre dès aujourd'hui autour de la table, mais à vrai dire, ça a déjà commencé. Les discussions sont positives? Oui, mais il n'y a pas que des discussions, il y a aussi des enjeux financiers, de travaux de recherche pour trouver des molécules de substitution qui soient acceptables par le monde agricole. Et donc là, on rentre désormais dans l'art d'exécution opérationnelle de cette proposition importante pour la santé humaine et pour l'environnement qu'est l'interdiction du glyphosate. Quelque part quand même, Sébastien Lecornu, y a-t-il eu un bras de fer entre Stéphane Travert et Nicolas Hulot sur ce sujet du glyphosate au sein du gouvernement ou au sein de la majorité parlementaire? Je conteste vraiment cette approche-là, qui est une approche un peu manichéenne. Après, il peut y avoir une rupture ou des discussions entre des parlementaires qui sont plus ou moins pressés de voir ce genre d'interdiction s'appliquer. Entre celles et ceux qui disent « on a perdu trop de temps sur les produits phytosanitaires, il faut aller vite, on interdit très vite ». Mathieu Orphelin, ceux qui disent « oui, qui est un député qui a une sensibilité écologiste extraordinairement importante, qui veut s'assurer que les engagements présidentiels sont tenus ». De l'autre côté, vous avez des parlementaires qui eux aussi d'ailleurs veulent que les engagements présidentiels soient tenus, mais qui disent « laissons du temps au monde agricole pour s'adapter et n'envoyons pas des messages contraires. La surtransposition du droit européen aurait pu être un message contraire. » Le point de rassemblement de tout ce monde, c'est 3 ans pour le glyphosate. Personne ne dit autre chose que cela. Et bien évidemment, que tout cela soit fiable, viable et sincère. Et donc, c'est la méthodologie de confiance qu'on est en train de développer. Alors, vous allez peut-être réfuter ce mot de recul, mais il y avait eu un autre recul de la part du gouvernement. C'était sur la part du nucléaire dans le mix électrique. La promesse était de passer de 75 à 50% d'ici 2025. On sait que ce calendrier, puisque ça a été annoncé par le gouvernement, ne sera pas tenu. Dans ce contexte-là, vous cherchez toujours à développer les énergies renouvelables, notamment le photovoltaïque. Quels engagements vous pouvez prendre en ce sens, Sébastien Lecornu? Voyons, on revient à l'art d'exécution. On peut toujours mettre tous les objectifs dans la loi si on ne s'occupe pas de la libération des énergies renouvelables, quelles qu'elles soient, d'ailleurs méthanisation, éolien,
solaire, je vais vous répondre dans un instant, vous ne pouvez pas tracer une perspective claire, lisible et prévisible sur l'atome et même d'ailleurs sur la décarbonation de la production d'électricité, puisque nous allons, dans le cadre du plan climat, éteindre les 4 centrales à charbon progressivement pendant les années qui vont venir. Écrire dans la loi, ça ne suffit pas, c'est ce que vous expliquez en fait. Oui, enfin, je ne vais pas expliquer aux Français qu'on va couper l'électricité plusieurs jours l'hiver parce qu'on n'a justement pas su libérer les énergies renouvelables, le stockage, être en situation de pouvoir piloter notre production d'électricité. La sécurité de l'approvisionnement en électricité, c'est une des variables importantes de l'équation de la programmation pluriannuelle pour l'énergie. Pareil pour le coût de l'électricité, on ne va pas expliquer aux Français que leur facture d'électricité va être multipliée par 4 parce qu'on aurait mal géré notre mix électrique. Donc la libération du photovoltaïque, par exemple, notre capacité à véritablement prendre en main le développement de l'énergie solaire, c'est notre capacité non seulement à remplir nos objectifs climatiques, bons pour la planète, c'est aussi notre capacité à avoir une trajectoire pour l'atome qui soit complètement sincère, et c'est notre capacité à garantir un approvisionnement d'électricité et une sécurité aussi autour du modèle économique de l'électricité en France de bonne qualité. Et avec quelles mesures? Alors très concrètement, Sébastien Lecornu, que vous pourriez avancer par exemple ce matin dans les Échos. On a déjà largement augmenté le volume des appels d'offres sur les énergies solaires. 1 gigawatt supplémentaire, c'est une annonce que nous avons faite au mois de décembre dernier. Ça veut dire que désormais l'argent est sur la table pour garantir un tarif de rachat d'électricité pour toutes celles et ceux qui se lanceraient dans cette aventure du photovoltaïque en installation de panneaux. Maintenant, l'enjeu, c'est d'avoir une stratégie foncière. Où est-ce qu'on installe ces panneaux? Ça, c'est à mon avis un des plus gros enjeux. Aujourd'hui, on a des volumes d'appels d'offres importants, mais on ne sait pas toujours où mettre ces panneaux. Soit au sol, soit sur du bâtimentaire. On va donc travailler par cible. Il faut de l'espace. On va donc travailler sur plusieurs cibles importantes sur lesquelles on peut libérer les choses. La grande distribution. Je poursuis actuellement un cycle de rencontres et de consultations pour notre plan gouvernemental pour les énergies solaires, dans lequel il faut travailler avec toutes les grandes enseignes que les Français connaissent, parce qu'elles ont des surfaces importantes disponibles, ils ont des ombrières potentielles sur les parkings. Il faut travailler avec les armées, qui, à mon avis, un des grands derniers ministères dans lequel il y a beaucoup de fonciers disponibles. Il faut travailler avec le patrimoine. Des panneaux photovoltaïques, par exemple, sur les toits des bâtiments de l'armée, par exemple, c'est envisageable. Casernes, sur les délaissés fonciers des grandes bases aériennes, c'est une piste intéressante qui permettrait en plus de créer des revenus pour le budget de l'État au moment où, justement, avec la loi de programmation militaire, nous augmentons le budget des armées. Travailler en lien avec le monde du patrimoine, ça va vous surprendre, mais Stéphane Bern était avec moi l'autre jour sur un déplacement autour de cette question. On voit bien qu'il faut protéger les paysages, et moi je suis très militant de cela, et donc on ne peut pas miter le territoire avec un dispositif éolien qui partirait dans tous les sens, notamment autour du bâti protégé, du patrimoine. Et bien là justement, on veut protéger le patrimoine des éoliennes, il faut qu'on puisse mettre le patrimoine au cœur du développement du solaire. Là aussi, on a un certain nombre de dispositifs que nous allons imaginer. Des panneaux solaires sur quel bâtiment non, par exemple, de patrimoine, par exemple la tuile solaire. La tuile solaire, c'est une innovation quasiment purement française. On voit bien que son développement sur des bâtiments de dépendance, de châteaux et autres, peut être un outil bon pour la planète aussi, qui permet de diversifier les revenus pour les propriétaires de patrimoine, qui ont besoin d'argent pour entretenir leur patrimoine. Ça n'a l'air de rien, mais c'est une approche complètement nouvelle. Énergie à la ferme, énergie et agriculture. Là aussi, c'est un pari important. Souvent, les bâtiments d'élevage ont été les premiers, j'étais en Corrèze il y a quelques jours, à se lancer dans le photovoltaïque. Là, on voit bien qu'il y a eu une petite pause et que le monde agricole a été un tout petit peu mis de côté ces dernières années sur cette question-là. On reprend langue avec eux pour être capable de développer les énergies renouvelables à la ferme. Les collectivités territoriales, comment votre mairie de proximité, 300, 400 habitants, véritablement dans le monde rural, peut, sur les toits de la salle des fêtes ou de la mairie, produire de l'électricité renouvelable et donc là aussi générer des revenus pour la commune. Ça veut dire qu'aussi en face, il faudra développer des mesures, et nous les ferons sur le thermosolaire, la question de l'eau chaude, sur l'autoconsommation, parce que parfois vous êtes loin des réseaux et donc la capacité à consommer l'énergie solaire que vous produisez vous-même, et puis bien sûr des mesures de simplification, puisque notre droit a besoin d'être assoupli, adapté à ces projets, et vous voyez, on va travailler par cible, et ça n'a jamais été fait. Merci Sébastien Lecornu d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, secrétaire d'État à la transition écologique auprès de Nicolas Hulot.